Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Muller, qui nous retrace le parcours d'une femme remarquable et fait revivre pour nous l'Ouest canadien de l'avant-dernier siècle. Bienvenue sur la chaîne des éditions Mnémosyne, où chaque histoire dévoile les trésors de la mémoire. Bonjour Bernard. Bonjour Jean. Merci d'avoir accepté l'invitation des éditions Mnémosyne. C'est mon plaisir, mon plaisir. J'espère que je vais pouvoir répondre à tes questions. J'en doute pas. Non, allons-y. Donc, on est là pour parler d'une certaine Catherine Muller, née La Certe, du milieu du 19e siècle, née au milieu du 19e siècle. 1843, oui. Et dont tu racontes la vie dans un récit que tu as intitulé Catherine Muller, née La Certe, 1843-1922, enseignante métisse laïque du Manitoba. Elle a été publiée déjà, oui, dans les cahiers franco-canadiens de l'Ouest. Voilà, les cahiers de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Très bien. Voilà. Donc on va dépacter tout ça, enseignante, métisse, laïque, du Manitoba, pas mal de choses. Mais alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un petit peu, pour nos auditeurs, téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas, te présenter? Je me nomme donc Bernard Muller, je suis originaire de la province du Manitoba. Et puis, pour ceux peut-être qui ne sont pas trop familiers avec la géographie canadienne, c'est la province du milieu. On appelle aussi souvent le Manitoba la province du milieu, justement. Alors, entre l'ouest et l'est du Canada. Et puis, Catherine Muller, donc, qui porte mon nom, n'est-ce pas, elle était mon arrière-grand-mère, du côté de mon père. Et puis, elle porte donc ces titres que je lui attribue, et que d'autres aussi. Elle était une pionnière comme enseignante laïque métisse au Manitoba. D'accord. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les femmes enseignaient jusqu'à ce qu'elles se marient. Les femmes mariées n'enseignaient pas dans les écoles, dans les campagnes. D'accord. Et à ce moment-là, ou bien elle devenait religieuse puis continuait à enseigner. C'est ça. Ou elle enseignait, elle avait 17, 18, 19 ans, se mariait, puis elle cessait d'enseigner. D'accord. Mon arrière-grand-mère, elle, devenue veuve, a décidé de continuer à enseigner. Alors, comme veuve, là, elle pouvait enseigner. Mais une femme mariée ne pouvait pas enseigner. D'accord. Donc, le moment où... peut-être, en fait, on peut raconter l'histoire. Comment est-ce qu'elle est devenue enseignante? D'où est-ce que c'est sorti? C'est une histoire. Je veux dire aussi, c'est que je me suis intéressé, moi, à cette arrière-grand-mère parce que ma mère, moi, en fait, je me vois plus comme un conteur qu'un historien dans ce cas-là. Et puis ça, je retiens ça de ma mère, qui, elle, avait vraiment la mémoire de sa famille. Tout était dans le souvenir. Alors, tout chez nous, tout objet avait son histoire. Alors, j'ai grandi, moi, dans cette connaissance d'objets qui avaient appartenu à l'arrière-grand-mère. Ça venait de l'oncle, ça venait de son frère. Alors, et puis, ma mère avait aussi beaucoup de photos. On avait des albums de photos de notre famille à nous, le clan immédiat, mais aussi on avait beaucoup de photos, les photos plus officielles qui se faisaient à l'époque, autrefois. Là, on avait des boîtes de ces photos-là. Puis quand on n'avait rien à faire, parce que c'était avant le web et puis Facebook et tout ça, et bien, le soir, à un moment donné, on pouvait décider, on allait regarder les fameux albums. Ah, puis moi, j'avais des souvenirs vagues de ça, je n'avais pas vraiment connu ces personnes-là. Mais là, ça m'inscrivait quand même dans ma mémoire qu'il y a ce champ-là de personnes qui avaient habité, qui formaient cette famille qu'on avait. Ok, c'était l'occasion en fait de garder une mémoire vivante, une tradition orale de l'histoire de la famille. Oui, je les voyais, on avait les photos, je pouvais donc visualiser ça. Puis c'est comme ça que ça a comme semé entre un intérêt pour cette famille. Puis à un moment donné, moi j'avais 13 ans, j'ai commencé au collège de Saint-Boniface, j'ai fait le cours classique à Winnipeg. Et puis là, j'avais commencé, je pense que c'était parce qu'on m'avait acheté un petit Robert, il y avait une section des noms propres à la fin. Donc là, on pouvait le voir. Puis là, j'ai commencé à faire la généalogie des dieux grecs. Tout ça fascinant. Alors là, j'avais commencé à noter, et puis au collège, je me suis rendu compte que j'aimais ça, la généalogie. Puis il m'a guidé vers la généalogie de ma famille. Il m'a d'abord donné des fiches qu'il avait, là, puis là, comme il écrit le nom de mon père, ma mère, ensuite les parents de
On a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Là, ben, c'était un peu sommaire quand même, ce que j'avais réussi à faire. Là. J'ai regardé cet intérêt-là. À chaque fois que je trouvais une information, je découvrais quelque chose, bon, mais j'allais, je m'étais fait des dossiers sur tous les membres de ta famille. Donc là, je gardais ça. Pour en faire quoi, je ne sais pas exactement. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé dans un centre d'archives, puis j'ai découvert vraiment cette arrière-grand-mère, Catherine Muller. Au courant de ma vie, j'ai donc continué à alimenter ces fameux dossiers sur les membres de la famille. Et puis, je me suis retrouvé à la retraite avec toute cette information-là, que je ne savais pas vraiment encore ce que j'allais en faire exactement. Je me disais, ben, un jour, je vais léguer ça à la Société d'histoire des francophones du Manitoba, une société qui existe depuis très longtemps, qui s'occupe de l'histoire des francophones du Manitoba et des francophones de l'Ouest canadien. À un moment donné, étant toujours membre de la société, depuis toujours, là, une porte s'est ouverte pour que j'écrive des textes pour le site web de la société. D'accord. Une occasion qui se présentait comme ça. J'ai saisi l'occasion, j'avais carte blanche. J'ai écrit plusieurs textes pour eux, durant le dossier, surtout sur les arts. Et puis, alors là, j'ai pensé, ben tiens, peut-être que c'est l'occasion d'écrire l'histoire de mon arrière-grand-mère. Et alors pourquoi elle plutôt qu'un autre Parce que membre de ta j'avais famille? beaucoup d'informations sur elle. D'accord. Alors là, on va la situer aussi dans le cadre métis, c'est que là, on ouvre une page sur l'histoire du Canada. Au moment de la Nouvelle, on sait que la Nouvelle-France, donc, c'était la Nouvelle-France. C'était des explorateurs qui sont venus de France et puis étaient colonisés par les Français. Dès les débuts au 17e siècle, il y a des esprits un peu plus aventureux qui ont commencé à faire de la traite des fourrures. Puis au tout départ, ils sont allés plutôt autour des Grands Lacs, situés au sud du Manitoba, de l'Ontario, et puis du Québec, et puis qui descendent aussi dans les États-Unis. Ils ont remonté le Saint-Laurent ou la rivière des Bien, Outaouais. ils se rendaient là pour faire la traite des fourrures. Et il y a 2 de ces aventuriers-là, Radisson et Groseilliers, on les connaît comme ça, comme le père, parce qu'il a été très célébré comme des héros. Radisson et Groseilliers ont proposé aux autorités françaises de créer une compagnie de traite des fourrures. D'accord. Et les Français ont refusé. Alors là, les 2 aventuriers ont décidé de se tourner vers les Anglais qui étaient installés à la ville du Son. Ok. Il y avait déjà un poste à la ville du Son et les Anglais ont accepté. Ça, c'est sous Charles II en Angleterre. Alors là, la compagnie s'est fait donner des lettres patentes royales pour fonder cette compagnie de traite des fourrures. Et c'est intéressant, c'est 2 Français qui ont été initiateurs de ça. Il y a des gens qui avaient les Français, apparemment, étaient des aventuriers. Très avant. Peut-être un peu plus que les Anglais, mais les Anglais, par contre, ont eu l'ouverture d'esprit d'encourager ça. Oui, ils étaient plus appuyés pour le faire. L'Angleterre a accepté, les autorités anglaises ont accepté de créer cette compagnie qui est appelée la Compagnie de la Ville du Son, en anglais, Hudson's Bay Company. Une compagnie qui a été créée donc en 1670 et qui existe toujours. C'est la plus ancienne qui existe. Louis XIV, pour des Français. Alors, qui existe aujourd'hui sous la forme de grands magasins à grande surface. Dans toutes les villes canadiennes, on se Hudson's Bay Company ou la baie au Québec, on appelle ça la baie. Et puis, qui descend en direct ligne de la compagnie de la Ville du Son, fondée en 1670, grâce à 2 aventuriers français. C'est quand même intéressant. Et puis, donc, c'est emmené, donc, ça a ouvert le commerce vers l'ouest du Canada. Et en Nouvelle-France, très tôt, il y a des colons qui partaient faire la traite des fourrures. Alors, petite question. Traite des fourrures, est-ce que c'était juste le commerce? C'est-à-dire, on achetait aux natifs, aux autochtones, ou est-ce que c'est les aventuriers européens eux-mêmes qui faisaient la trappe, piégeaient les animaux? Non, ils allaient acheter ça aux autochtones. D'accord. Puis on échangeait contre des produits de fer, des haches. Et très tôt, on a échangé ça pour de l'alcool, qui a laissé des traces assez tragiques. Mais ça a été dès les débuts, l'alcool pur, qu'on l'échangeait, puis les Autochtones ne connaissaient pas ça. D'accord.
Alors, ça a créé des problèmes sociaux qui ont duré très longtemps. Mais donc, ces aventuriers-là de la Nouvelle-France, du Canada, en fait, au départ, on les appelait des coureurs des bois, parce qu'ils partaient dans le bois. Et puis, plus tard, on va les appeler des voyageurs, des engagés. Parce qu'après le 17e, le 18e, il s'est créé une deuxième compagnie de traite de la fourrure à Montréal par des commerçants écossais et aussi canadiens, qui s'appelait la North-West Company. Okay. Et puis, alors, à Montréal, on signait des contrats pour partir comme ça, à l'emploi de la compagnie, pour aller faire la traite des fourrures avec les Autochtones. Et puis, on était payé souvent avec des pots qu'on revendait ensuite en revenant à Montréal. D'accord. La présence de ces aventuriers-là, qui allaient faire la traite des fourrures, ben, ça a amené des relations avec les gens autochtones. Bien sûr. Cette femme féminine qui était sans doute très jolie aussi. Alors, qui ont exercé un charme certain sur tous ces jeunes aventuriers qui partaient, qui avaient 17, 18, 19 ans, 20 ans. Alors, ils étaient dans la fleur de l'âge. Célibataire pendant des mois. Célibataire pendant des mois, avec des jolies Amérindiennes aux yeux pétillants. Cet accouplement a créé des enfants métis, de sang européen et de sang indien. Et il y en a au début, puis il y en a quand même, qui de ces aventuriers-là, qui, même s'il y avait eu une relation avec une jeune autochtone, revenaient ensuite, ce qu'on appelait le Canada. Ils ont abandonné leur famille. Mais les Amérindiens avaient une autre façon de concevoir la vie. Et puis, bon, ben, cette femme-là intégrait quand même sa tribu, les enfants, tout le monde. Mais quand même, assez très tôt, il y a beaucoup de ces Français-là qui ont décidé de rester, qui sont restés fidèles à leur famille autochtone. D'accord. Ils sont restés là. Et puis, ça a formé, finalement, c'était tellement nombreux que ça a formé un groupe à part, qui n'était ni autochtone 100%, ni européen 100%, mais était métissé. Et c'est la nation métisse. La nation métisse. Ouais. Il faut distinguer aussi les métisses de l'Ouest canadien avec des métisses en Ontario, au Québec, qui n'ont jamais vraiment formé une nation métisse. Alors, quand on parle de la nation métisse, on parle seulement des Autochtones de l'Ouest canadien, qui ont pu aussi descendre aux États-Unis, dans les États du Nord. Et puis, alors, mon arrière-grand-mère, moi, était métisse. Je pense que son grand-père venait du Québec, puis il venait de Baie-du-Fèvre, dans le coin de Sorel, en Estrie. D'accord. Et puis, qui lui est resté avec sa famille, il a eu des enfants là, certes, et puis mon grand-mère est la descendante de cet aventurier français. Et puis, sa mère à elle était métisse également. C'est que les métis de l'Ouest canadien, qui au départ étaient installés plutôt autour dans l'endroit qu'on appelle la rivière Rouge, parce que le croisement de la rivière Rouge, une rivière qui s'appelle la Sinimoine. Puis c'est là qu'a été le premier vraiment campement où la nation métisse s'est installée de façon plus. Il y avait un fort, le fort Garry. Là où il y avait on faisait la traite, on avait construit, les compagnies construisaient des forts. Ça attirait aussi les gens parce qu'ils s'établissaient autour du fort. Une question de sécurité ou économiquement, peut-être. Et puis, mais les hivers étaient si rudes dans l'Ouest canadien que les métis avaient tendance à migrer vers le sud, qui est le nord des États-Unis. D'accord. Et puis, les métis de la rivière Rouge s'installaient dans le nord du Minnesota et du nord Dakota. Alors là, il y avait la région de Pembina, et puis là, il y avait un campement où ils passaient les mois d'hiver. D'accord. Parce qu'on voyageait moins l'hiver aussi. On partait en canot, des coches qu'on ramait, alors on ne pouvait pas faire ça dans des rivières qui étaient gelées. D'accord. Tu ne prenais pas l'avion pour aller en Floride? Non, à l'époque, c'était juste Pembina. Il n'y avait pas de snowbirds, les oiseaux de neige. À l'époque. Alors là, on descendait, les métis avaient tendance à se retrouver dans la région de Pembina. Puis il y avait un genre de petit village qui s'est créé là, Saint-Joseph de Pembina. D'ailleurs, par curiosité, après avoir lu ton article, je suis allé voir Pembina sur Wikipédia, 500 âmes actuellement. Ah, et il y a une inscription où leur devise
qui dit que c'est the oldest settlement in the Dakotas. Ah, bon, Donc la plus vieille colonie au Dakota. Ce travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour raconter l'histoire des États-Unis ou du Canada, c'était pour raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère. Puis sa vie a traversé voilà, c'est tous l'occasion ces de... moments. C'est des grands moments historiques, ouais. mais toi, tu n'as pas nécessairement joué un rôle dans ces jours-là. Mon arrière-grand-mère, elle traverse son époque. Absolument. Depuis toujours, les Métis ont été l'objet d'une attention, que ce soit dans les recensements. C'est ce qui va aider là, à cimenter l'idée d'une nation, de la créer, de l'accompagner, c'est la présence de l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas arrivée là en roi et maître et puis s'installer et commencer à vouloir civiliser tout le monde. Ce sont ces Canadiens qui s'étaient accouplés avec des Amérindiennes puis qui avaient eu des enfants, qui ont fait venir des missionnaires. Parce qu'ils voulaient faire bénir leur union et baptiser leurs enfants. D'accord, donc c'était l'appel de la population C'était la locale. population, c'est ces aventuriers canadiens. D'accord. Qui ont voulu, et eux, même s'ils étaient loin de l'Église, il y a longtemps qu'ils étaient partis, ils sentaient quand même le besoin, c'était leur racine, c'était leur culture d'origine. Donc, dès très tôt quand même, au 19e, les missionnaires vont accompagner les Métis. D'accord. Alors, puis partout, ils sont installés, mais il y a une paroisse. On crée, il y a une petite église, il y a un prêtre sur place. Les premiers missionnaires aussi français vont être les premiers à créer des dictionnaires français autochtones. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller vers cette population autochtone. Donc, ce qu'on va trouver, donc, si on s'intéresse à la généalogie, on peut avoir recours à tous ces registres de paroisses. On peut suivre la généalogie, les grands-parents, tout ça, par des actes de baptême, de mariage, de décès. C'était un outil extraordinaire. C'est au Canada français, au Québec, le Canada français, c'était un outil extraordinaire pour faire de la généalogie. Comme dans l'ancienne France, avant 1780. Tout le monde est nommé. Alors là, au mariage, tu as les témoins, tu as les parents, on va dire un tel, et tu vas voir, tu cherches dans les registres de cette même paroisse. Là, tu vas trouver des frères et des sœurs aussi, parce que tout le monde est identifié. Dans les baptêmes, les parrains et les marraines sont des oncles et des tantes. Alors, c'est passionnant. Quand on se lance là-dedans, là, il y a tellement d'outils qui peuvent servir à reconstituer ce monde-là. Par la suite, l'idée de cette nation métisse dans l'Ouest canadien est toujours restée un sujet brûlant. À un moment donné, ces mêmes métis établis à la Rivière-Rouge, sous la direction de leur chef métis Louis Riel à l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, le gouvernement canadien, qui était, j'avance vite dans l'histoire, mais on n'est plus la Nouvelle-France, un dominion britannique. Il y a un dominion britannique qui s'est formé et puis qui veut étendre son influence dans l'Ouest canadien et achète les terres de la Compagnie de la baie du Son. On commence à envoyer des colons. Autour de la Rivière-Rouge, on envoie tout à coup des représentants qui viennent arpenter les terres pour accueillir les colons qui vont venir s'installer. Mais les Métis, ils sont installés là depuis longtemps. Oui. On se révolte contre ça. Et puis, le chef, celui qui va prendre la charge de cette révolte-là, c'est Louis Riel, qui va constituer un gouvernement provisoire dans l'attente, parce que lui veut une entente, il veut quelque chose. C'est pas une révolte sanglante. On veut savoir quels sont nos droits. Puis, tout ça fait que toute l'aventure des Métis est très documentée. Et encore dernièrement, le rôle de Louis Riel vient d'être reconnu au Manitoba. On vient de le reconnaître comme le premier ministre du Manitoba. D'accord. Comme un fondateur du Manitoba. Ça, c'est nouveau, parce que dans les mentalités, ça a pris beaucoup de temps à accepter. On va dans toute l'histoire avec les relations avec les francophones, mais ça n'a jamais été très, très harmonieux. Et puis, jusqu'à maintenant, on refusait de reconnaître le rôle que Louis Riel avait joué dans la création de la province du Manitoba. Qui, le Canada lui-même, cette fameuse Dominion of Canada, a été créée en 1867 et la province du Manitoba s'est jointe en 1870. D'accord. Bernard, on peut rappeler pour des auditeurs français qui ne seraient pas très au fait de l'histoire canadienne que Louis Riel a été pendu au terme de ce qui a été qualifié de révolte. Oui, c'est 1885. C'est ce qui a aussi terminé sa réputation. Parce que là, il y a eu une autre révolte à ce moment-là. Là qui a été sanglante. Le Dominion of Canada avait envoyé tout un régiment pour aller écraser cette révolte-là. Et puis à un endroit qui s'appelle Batoche. Et puis Riel a été jugé comme un traître à ce moment-là. Il a été pendu. Alors,
Après avoir joué le rôle au Manitoba, Riel s'est réfugié aux États-Unis. Et puis, on est allé chercher, quand l'épisode de Batoche arrive, les Métis vont chercher Riel. On sait qui a été le chef au météo. On va le chercher pour les défendre. Mais là, il va être jugé comme un traître. Et puis, donc, la réputation de Riel, après ça, va vraiment va chuter, même que les Métis, après cette défaite-là, vont avoir honte d'être Métis. Il va y avoir une longue période de temps où on n'admet pas être Métis. Il y a ceux qui s'intègrent, qui vont rester proches de la famille Métis, puis qui vont rester socialement très désavantagés. Et puis, il y a ceux qui vont s'intégrer plutôt avec le côté canadien-français de l'histoire, et eux vont progresser, vont s'intégrer à la société. Ils vont faire un clivage qui va durer très longtemps, qui commence maintenant à se réparer. Moi, j'ai 79 ans, là, avec cette arrière-grand-mère métisse, on ne parlait pas de ça. Qu'on avait des origines métisses dans la famille. Tu l'as découvert toi-même en travaillant la généalogie ou Oui, puis c'est mon frère aussi qui est allé, lui, qui en tout cas, à un moment donné, est allé dans un village au Manitoba, puis il est dans une famille, puis il y avait une vieille dame métisse assise sur le plancher, là, fumant sa pipe ou quelque chose. Et puis là, quand il a dit son nom, elle a dit « Oh, un petit moulet, mes parents! » Parce qu'il y avait une branche des Lacerte qui sont restés métis. Stupéfaction, on avait puis mon père en avait un petit peu mentionné, mais sans trop insister. C'était pas le genre à beaucoup parler de sa famille, puis il était plus vieux que ma mère, donc il est un peu moins connu que ma mère. Et puis, donc ça a ouvert toute une porte pour découvrir. C'est riche. Il y a tellement d'aspects à ça. Puis moi, j'espère que mes recherches vont simplement attiser la curiosité des gens. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à tout. Et puis, il faut que je fasse un peu, pas tout à fait de romancier, mais il y a des aspects de tout ça que je pouvais seulement rapporter selon les documents. Bon, il y a telle chose qui arrive en telle année, bon, mais qu'est-ce qui se passe entre? On n'a pas des réponses à tout, il faut un peu deviner. C'est ça, il y a des moments où tu supposes qu'elle a connu des coups durs, mais tu ne sais pas exactement lesquels. Comment ça s'en est. On peut quand même, quand on met tout à la file, il y a une histoire. Absolument. Puis, les parents, Catherine Lacerte elle-même est née à un endroit qui s'appelle l'île à la Crosse. Ça, c'est au nord de la Saskatchewan. Et puis, la famille Lacerte, le père Lacerte, lui, il va jouer un rôle. Il n'est jamais vraiment dans la traite des fourrures comme telle. Après, ce qu'on peut voir, d'abord, il est forgeron. Puis ça lui donne un statut. Avoir un métier donne un statut dans ce monde-là. C'est quelqu'un qui est essentiel à la communauté. Ça, il va être forgeron dans les forts, comme le Fort Garry à Winnipeg, et puis à l'île à la Crosse. Et puis, il va être également guide pour les missionnaires qui viennent. Mais s'il est guide, c'est qu'il a déjà fait ces trajets-là. Il connaît les trajets. Parce que faire les trajets en canot, ça ne veut pas dire qu'il y a une rivière qui nous amène aux vallées. C'est qu'il y a un peu une rivière qui s'arrête. À un moment donné, il faut faire un portage avec le canot sur le dos, puis tout l'équipement. Et puis, il faut transporter des 200, 300, 400 livres qui traversent des endroits sauvages. Il n'y a pas de route, on traverse dans le bois avec tout ça, tout l'équipement pour aller trouver un lac qui va nous amener vers un autre lac, qui va avoir un autre cours d'eau. C'est toute une aventure. Les Canadiens faisaient ça. C'était des hommes qui étaient courts et très forts. Parce que pour transporter ces charges-là, ils devaient être très forts. Et puis courts de jambes, parce que les canots n'étaient pas très grands. C'est des petits hommes très costauds. Et puis, alors, son père, Louis Lacerte, est guide, et forgeron et guide. Alors, et puis il va emmener des missionnaires de la Rivière-Rouge jusqu'à l'île de la Crosse. Ensuite, il va redescendre vers le nord du Minnesota, de la côte du Nord. Et puis, la famille, à un moment donné, s'installe au nord du Minnesota. Le Minnesota et des côtes du Nord, ça se fond un peu, parce que Pembina est dans le haut, là, et puis, je pense que les gens n'avaient pas nécessairement une connaissance géographique. On allait où il y avait un settlement, un endroit où les gens s'installaient. Alors, dans les documents, ça varie un petit peu. La côte du Nord, mais c'est surtout le Minnesota. Le Pembina est en haut, dans le coin, là. Dans l'état du Minnesota. Un petit village qui se crée. Et puis, tout ça est fait avec l'encouragement d'un des missionnaires
qui était à l'Olivier-Rouge, qui s'est beaucoup intéressé à la nation métisse. Il s'intéressait aussi aux Autochtones, il voulait évangéliser. L'abbé Bellecour. Jean-Antoine Bellecour, qui était un original, qui lui, à l'Olivier-Rouge, Monseigneur Taché, Monseigneur Provençal au début, avait une vision, il n'y a pas que l'idée d'aller se mêler avec les Autochtones. Tandis que Bellecour, il allait vivre avec les Autochtones. Il voulait faire ça de l'intérieur. Il avait donc convaincu aussi, il voulait, les Métis surtout, de se rassembler autour de Saint-Joseph, dans la région de Tinville. Ce que tu expliques dans l'article, tu vas me confirmer ma compréhension, c'est que les Métis aussi, s'ils restaient à Rivière-Rouge, étaient comme prisonniers de la baie d'Hudson qui avait le monopole. Oui. Aller vers Pembina, ça leur permettait de retrouver une certaine liberté, c'est ça? Oui. Les autres aussi, donc, avaient ce désir de liberté, de s'affranchir. Bellecour, lui, donc, il veut aller vers les Autochtones, il s'intègre à la nation métisse, puis il veut fonder une congrégation de religieuses du pays, qui vont parler les langues du pays pour aider à l'évangélisation des Autochtones et des Métis. Parmi les jeunes filles qui fréquentent son école, c'est une pièce, simplement, c'est pas une école, hein, il rassemble des jeunes, et puis il va choisir Catherine Lassette, qui semble une petite fille particulièrement studieuse ou bien obéissante, qui va aider l'institutrice à enseigner le catéchisme aux Autochtones. D'accord. Puis Catherine parle les langues autochtones. Elle parle le français, métissé. Donc le sauteux, le cri. Le sauteux, oui. Elle parle des langues autochtones parce que tout le monde parle ces langues autochtones autour. C'est pas, on n'échappe pas. Ses parents, elle-même a gardé des mots autochtones jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. C'est des mots d'attendrissement qu'elle gardait dans sa langue, qu'elle avait appris de sa mère. Okay. Quand on parle de la langue maternelle, hein, c'est des mots comme ça qu'on apprend dans l'enfance. Donc, elle a été recrutée par l'abbé Bellecour pour devenir une enseignante. Et puis l'aventure là-dedans, c'est que il y avait eu des religieuses, il y avait eu des sœurs grises à la Rivière-Rouge, il y avait eu des femmes, mais ce n'étaient pas des femmes du pays. Et puis, ce n'était pas seulement des femmes qui parlaient les langues autochtones non plus. Alors lui, Bellecour, c'était des francophones. Des francophones qui vivaient, oui. Québec. Alors, ils ont peut-être appris quelques mots dans les langues autochtones, mais en arrivant là, ils ne connaissaient rien de ça. Ils ne connaissaient pas la mentalité, ils connaissaient, c'était complètement étrangère à tout le monde. Tandis que, donc, aller chercher des jeunes filles qui étaient du milieu, ben, ça allait faire un contact immédiat avec la population qui était civilisée, disons, ou évangélisée, christianisée. Et par ces contacts, l'Est canadien, donc cette entité qui est le Canada, le Canada uni, il va obtenir, lui, d'une congrégation religieuse qui est établie à Longueuil, au Québec, et qui est située à Longueuil, qui est de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, de l'autre côté de Montréal. Puis c'est une congrégation religieuse assez nouvelle, les Sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie, qui a été fondée à Longueuil, et puis qui ont comme tâche l'enseignement des jeunes filles. Et puis, ils ont un grand couvent, et l'abbé Bellecour va obtenir que Catherine et une autre jeune fille de son école, qui est un peu plus vieille qu'elle, aillent là pour obtenir une formation. Il les envoie au couvent des Sœurs de Saint-Nom de Jésus de Marie à Longueuil. Alors, il faut imaginer que la petite Catherine, à ce moment-là, elle a 12 ans. Mais en arrivant au couvent... Après un mois de voyage, comme tu dis... Au moins un mois de voyage. Oui, parce qu'entre le nord du Minnesota, pour aboutir, là, il faut que tu traverses les Grands Lacs, c'est tout un périple. Alors, c'est fait avec sans doute des charrettes à un moment donné, pour se tirer par des bœufs, comme on dit. Ensuite, il y a des bateaux, il y a des canaux, sans doute, en quelque part. C'est toute une aventure pour arriver. Elle est partie avec l'autre jeune fille, la supérieure de cette... Bon, l'abbé Bellecour avait déjà fondé sa jeune congrégation. C'était les Sœurs de la propagation de la foi. Il y avait déjà une petite entité. Mais là, il cherchait d'autres recrues. Donc, la supérieure de la propagation de la foi, Catherine, son autre compagne, puis un prêtre, sont partis ensemble, la petite équipe, pour faire le voyage jusqu'à Longueuil. Mais c'est ça, c'est un voyage qui dure au moins un mois.
entre un mois et demi. Alors, on peut imaginer dans quel état ces femmes-là sont arrivées, les jeunes filles sont arrivées là, qui sortaient de, on peut dire, la brousse. Mhm. Ils n'avaient pas connu les grandes agglomérations, les grandes villes. Puis Montréal, ça, on arrive en 1855. Montréal est déjà une assez grande ville. Il y a sa cathédrale. Les peintures de l'époque. Oui, les peintures de l'époque, on montre oui, qu'il c'est y a bien construit déjà des Mhm. établissements, il y a le commerce qui C'est va industriel. montrer. Et puis de l'autre côté de la rive, le couvent des Sœurs à Longueuil est un grand établissement déjà, tout en pierre. Et puis là, Catherine va intégrer une centaine d'élèves externes. Il peut y avoir jusqu'à 400 personnes dans ce couvent-là. C'est internat, externat. Et puis ensuite, il y a des novices, il y a les religieuses elles-mêmes. La petite arrive dans ce milieu-là. Puis elle arrive aussi, puis dans le registre, quand on l'inscrit, elle arrive, on dit qu'elle a 14 ans. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que, on ne savait pas exactement l'âge qu'elle avait, il faut dire que sa mère, Catherine, a eu 23 enfants, et le dernier, il l'a eu à 48 ans. C'est impressionnant. On connaît ces enfants-là parce qu'ils ont été baptisés. Alors là, on a une femme qui, 48 ans, donne naissance à son 23e enfant. Pas des maternités, puis les hôpitaux, puis non, c'est fait. Ces femmes-là sont admirables. C'est dans des conditions pareilles. Puis la mère de Catherine, dans deux cas, elle donne naissance à 2 enfants dans 2 années. Ce ne sont pas des jumeaux. Alors, c'est un enfant qui naît en janvier-février, puis un autre qui naît au mois de novembre, décembre. Donc, là, peut-être que sa mère, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle a donné naissance à Catherine, et puis ça s'est un peu perdu. Donc, elle arrive à Longueuil, elle a supposément 14 ans, mais en fait, elle en a 12. Donc, quand même, on peut penser que sur le plan de qui était cette petite jeune fille-là, c'est sans doute pas une petite jeune fille d'aujourd'hui qui a sur sa tablette, et puis, Pas de TikTok. il n'y a pas de TikTok, non. Et puis, ce qui va aider quand même son séjour au couvent, qui va rester là à peu près 2 ans, c'est que l'évêque de la Rivière-Rouge, Monseigneur Taché, est un ami de cette congrégation-là. D'accord. C'est un père oblat qui a fait son stage au couvent des Oblats à Longueuil quand il était plus jeune. D'accord. Alors, il y a déjà une entrée. Puis quand même, il va partir, bon, l'aventure, il est jeune père, jeune prêtre, il va arrêter au couvent pour rencontrer les religieuses. D'accord. Puis, il leur annonce, il s'en va où? Il s'en va à l'île à la Crosse. Ah, c'est là que Catherine est née. Alors, et puis il va être guidé par Louis Lasserre dans ses périples. Alors, il y a déjà un lien avec la famille, et puis l'évêque de la Rivière-Rouge est un ami de la maison. Et puis, quand Catherine donc arrive, le supérieur va vraiment la prendre en main. Je crois bien qu'il y a une relation maternelle entre cette religieuse qui, parce qu'elle doit ça à Monseigneur Taché, qui est un ami de la maison, on ne va pas abandonner une protégée de Monseigneur Taché. Même que ça, c'est dit qu'elle entre comme protégée de Saint-Joseph. Parce que les jeunes filles payaient pour assister à ces couvents-là. Et puis, donc, ces 2 petites métisses qui arrivent du nord de Minnesota sont admises sous la protection de Saint-Joseph. Ça veut dire qu'ils sont protégés. On les prend par charité. D'accord. Bourse d'études, on dirait aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de protection. Bellecour va contribuer financièrement. On peut penser que Monseigneur Taché a aussi contribué. Alors là, il y a une protection, mais les pauvres petites filles, j'essaie d'imaginer le choc culturel qu'elles ont dû vivre dans un monde qu'elles n'ont jamais connu, un immense établissement. Et puis les sœurs donnent en fait, pour l'époque, un très bon enseignement. Elles se basent sur l'enseignement des frères des écoles chrétiennes, et qui ont élaboré tout un programme pour les garçons, puis elle l'adapte pour les filles. Et puis ça aussi, c'est sous la surveillance, le contrôle de Monseigneur Bourgette à Montréal, qui lui vraiment tenait à ce que tout fonctionne très bien dans le diocèse. Alors, c'est lui qui a guidé la création des communautés religieuses, des premiers couvents, etc. Alors, il va aider les sœurs de Saint-Nom Jésus de Marie à établir vraiment un programme d'études qui est très sérieux pour l'époque. Alors, bien sûr, il y a tout le côté ménager, parce que la jeune fille à l'époque ne va pas devenir une présidente de banque, elle va devenir, ou bien elle va aller continuer dans la communauté comme religieuse, ou bien elle va être mère de famille. Elle tient sa maison. Ah ben, c'est essentiel, c'est un rôle essentiel. Bien sûr. C'est pas parce qu'elle est dominée par l'homme qu'elle devient maîtresse de maison. C'est son rôle dans la vie. Alors, oui, et puis j'imagine que dans un contexte agricole, semi-agricole,
être à la maison, c'est participer à tous les travaux de Absolument, la on est ferme, tous du jardin, suffisants, on du est tous potager. suffisants, oui, absolument. Bien sûr, Alors bien sûr. là, les vêtements, il faut les faire, les vêtements les créer, alors, tout est fait. Alors, il y a tout cet aspect-là de couture qui est enseigné, puis il y a même un programme pendant que Catherine est là, que la classe qui fait de la couture, à un moment donné, fait des vêtements pour des orphelins. Il y a un orphelinat dans le village, et puis on fait ça pour les orphelins. Alors, il y a quand même toujours une dimension du don de soi, Charité chrétienne. Et puis, donc, il y a cet aspect-là qui est très important. Mais aussi, on enseigne, bon, ben, c'est sûr, la lecture, on enseigne les mathématiques, il y a une certaine connaissance de la géographie, on enseigne les globes. Donc, c'est le globe terrestre, c'est le globe astral. Alors, il y a des connaissances quand même. D'ailleurs, Bernard, une remarque que tu fais dans ton article qui m'a bien intéressé, c'est que tu dis que contrairement à l'idée qu'on peut se faire, souvent on se dit les gens au 19e siècle dans l'Ouest, ça devait être des gens un peu fermés. Tu dis au contraire, ils voyageaient comme tu l'as expliqué. Il y avait aussi beaucoup de gens comme des missionnaires, des prêtres qui étaient allés en Europe, qui étaient peut-être allés en Afrique et qui leur parlaient du monde entier en fait. Ah oui, il allait à Rome pour moi c'est attaché. Parce que je pense bien qu'il va à Rome pour son ordination. Et puis donc, en revenant, il allait au couvent de Longueuil. Et puis d'autres missionnaires comme ça. Puis là, ben, on réunit sur le salle académique, on réunit tout le monde. Puis là, il y a Monsieur l'évêque qui vient nous parler, qui a rencontré le Saint-Père. Là, c'est, dans ce monde-là, c'est rencontrer Dieu. Le zèle est énorme. Alors, il y a comme une conscience de d'autres pays, d'ailleurs. Puis même, quand Monseigneur, il est encore jeune prêtre, puis qu'il s'en va aller à la crosse, là, il se fait une ferveur au couvent. Toutes les religieuses veulent partir en mission, puis là, il faut les calmer, puis dire non, votre rôle ici, c'est votre apostolat, c'est de le faire ici auprès des jeunes filles, on a besoin de vous. Mais il y a comme un... Il faut aussi enseigner aux petites Montréalaises. Il ne faut pas aller tous au Manitoba. Il ne faut pas aller là, non, vous avez un rôle à jouer ici. Et puis, alors, il y a une ferveur d'apostolat extraordinaire. En tout cas, oui, c'est pas un monde fermé. Non, c'est pas. Et puis, de toute manière, la petite Catherine savait qu'elle n'était pas de Montréal, elle venait d'ailleurs, elle avait connu. C'est tout un autre monde que même les religieuses dans le couvent ne connaissaient pas. Et puis, en termes d'ouverture, Bernard, ça aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement l'attitude de l'abbé Bellecour pour la souligner. Par opposition à l'évêque du diocèse installé Rivière-Rouge ou Saint-Boniface, qui lui voulait que les métis finalement soient sédentarisés. Lui, au contraire, l'abbé Bellecourt, en fait, s'adaptait à ses fidèles, il suivait ses fidèles. Il les suivait, et puis il était disponible, mais il les accompagnait. Il n'imposait pas. Donc là, Catherine va être là 2 ans. Mais il y a des pièces de théâtre, il y a tout ça. À un moment donné, les élèves en pèlerinage à Montréal, mais il faut qu'ils traversent un traversier. Bon, ils vont connaître Montréal. Il y a qu'on appelle aujourd'hui l'église Notre-Dame. Alors là, on reçoit la fête de l'Immaculée Conception. On vient de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception, c'est dans ces années-là. Alors il y a donc un pèlerinage à l'église Notre-Dame en l'honneur de l'Immaculée Conception. Alors, il y a toute une ferveur extraordinaire. Alors peut-être pour rappel, parce que la culture religieuse chrétienne a un peu diminué aujourd'hui. L'Immaculée Conception, c'était le fait que Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, avait été conçue sans péché. Sans péché, c'est ça. C'est pas tellement que le Christ est... Contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est ça, qu'elle a été conçue elle-même de façon immaculée. Il y a donc ce climat d'une ferveur religieuse, et qui est marqué aussi, comme j'ai parlé dans mon texte, du dolorisme. Qui est tout un courant mystique qui amène, qui veut qu'on ressente physiquement les douleurs que la Vierge a connues. Quand elle a à la descente du Christ, toutes ces statues qu'on voit de la Pietà, et puis on ressent les douleurs que le Christ a ressenties sur la croix. Il y a un côté physique à cette ferveur religieuse, un mysticisme qui est physique. Et puis ça, c'est partout. Il y a bien des congrégations religieuses, les Sœurs de Sainte-Croix, les Sœurs de Sept-Douleurs, et puis il y a plein de congrégations religieuses qui ont ça comme dévotion. Alors, ils ont une dévotion, les 7 douleurs.
Alors là, j'imagine toute ta vie, tu vas penser à ces 7 douleurs du Christ, les douleurs de la Vierge. Ouais, Puis, là, il y a les silices, on se fait des flagelle, pénitences, on se flagelle, oui, on porte une chemise de crin sous oui, la puis chemise. pour que ça pique, hein, pour que ça gratte, on a des ceintures avec des nœuds, on veut souffrir dans sa chair les douleurs. Puis ça, c'est le Christ qui a accepté de mourir pour nous sauver, nous, pour notre rédemption, puis la Vierge qui a accompagné son Fils, puis qui a souffert au pied de la croix. Puis, il y a tout un aspect, on va retrouver ça encore dans l'Église latino-américaine. Au Mexique, dans la semaine sainte, là, vous allez à Séville, en Espagne, il y a encore des grandes processions de pénitents. Chez les Espagnols, en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est encore très présent dans la religion. Ça. Ouais. Mais alors, il y a ce courant de pensée-là, le missionnaire, l'idéal de toute cette aventure missionnaire, c'est qu'on va aller évangéliser les païens. Les Autochtones sont vus comme des païens, qui sont destinés à aller en enfer. Ils vont brûler en enfer. Puis là, on leur apporte la lumière de la foi. Puis ça, on le croit de façon viscérale. Et puis, Bellecour, à un moment donné, va donner ce témoignage-là dans une lettre qu'il envoie. Il assiste à l'enterrement, je pense, d'Autochtones. Il y a eu une farouchée, les Autochtones ont été tués, puis il va assister à cet enterrement, puis il n'y a rien qui trouve le plus horrible que d'avoir assisté à cet enterrement d'Autochtones qui n'avaient pas accepté la foi. Puis il dit c'est leur faute. Ils ont refusé la lumière de la foi. C'est impensable à l'époque d'accepter ça. Alors, c'est toute une ferveur qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, ça. Quand on veut, là, justement, accepter que toutes les fois, les croyances, tout marche ensemble, l'écuménisme. C'était bien avant Vatican II, ce dont on parle. Puis là, dernièrement, le pape François vient d'accepter que, ou de renier cette idée aussi que la découverte des terres, la possession, on prenait la possession des terres en les découvrant, et puis que là, la tâche de civiliser. Bon, ben ça, on vient d'accepter que c'était peut-être pas une bonne chose à faire. Mais ça a été la mission de toute l'Église. C'était l'esprit du temps. C'était ça, répandre la bonne nouvelle. Et puis, alors, à l'époque, c'est ça qui est le climat. Et puis Catherine, elle, est complètement imbibée de toutes ces croyances-là, cette ferveur-là. Puis elle va toujours rester très, très, très croyante. Ça va toujours faire partie de sa mission dans la vie. L'idée de charité, l'idée d'évangéliser, parce que ce qui va lui arriver, c'est que donc elle fait ses 2 ans à Longueuil avec sa copine, et puis il retourne à Saint-Joseph, puis là ils entrent comme novices chez les sœurs de la propagation de la foi. Ben là, à ce moment-là, elle a 14-15 ans, puis elle entre au couvent pour devenir religieuse à ce moment-là. Et puis religieuse avec l'idée d'enseigner, c'est-à-dire qu'il y aurait eu, comme à Longueuil, oui, sa mission, c'était d'être une religieuse. Des élèves seraient venus et elle aurait enseigné. Autant autochtone que métisse. D'accord. Alors, elle est déjà toute animée de cette mission qu'elle a dans la vie. Et puis, ben là, les circonstances deviennent un peu plus floues. C'est que Bellecour n'avait pas juste des amis. L'abbé Bellecour dérangeait. Et puis, il n'était pas non plus tellement dans les bonnes grâces de Monseigneur Taché, la Rouge, parce que Bellecour, à ce moment-là aussi, il dépendait de l'évêque de où encore? De Saint-Paul, je pense. Il ne dépendait plus de l'évêque de la Rivière-Rouge. Alors, il s'est créé un peu une animosité entre Taché et puis Bellecour. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des dénonciations. On a prétendu que l'abbé Bellecour était entré chez les jeunes novices, puis qu'il avait abusé d'elle. Puis qu'une des religieuses est allée danser au village avec un jeune frère enseignant qui avait aussi une congrégation de frères qui était installée là. Et puis, ça a fait un scandale, mais monstre. Puis est-ce que c'est vraiment arrivé, ou est-ce qu'on a profité d'un cancan ou d'un accotage pour finalement se débarrasser de Bellecour, qui était au Canada à ce moment-là.
Puis là, on a prétendu même que Catherine, c'est elle qui l'avait dénoncé. Et c'est son père qui, après ça, a pris les armes pour chasser Bellecour. Puis là, on a monté tout un mouvement, puis on a finalement réussi à chasser. La congrégation religieuse a été abolie par Rome. Les religieuses qui étaient là, qui n'avaient pas fait leur dernier vœu encore, ont été libérés de leurs vœux. Et c'est ce qui est arrivé à Catherine. D'accord. Elle n'est jamais devenue religieuse. Mais puis ça, c'est un détail dans la vie de Catherine qui avait déjà été. On n'avait jamais raconté ça, cette histoire-là. Qui a déjà été monumentale dans sa vie. Mais elle n'avait jamais dit à ses enfants. Ça n'avait jamais été répété. Et puis c'est par d'autres recherches qui ont été faites sur l'abbé Bellecour que là, on a trouvé que parmi ces jeunes recrues, il y avait Catherine Lassette. Ah oui, il y avait Catherine Lassette, la fille de Louis. Bon, ben là, ça commençait le pot aux roses. Hein, alors, donc là, elle se retrouve, elle est jeune femme, elle a peut-être autour de 17 ans. Donc, 14-15 ans qu'elle est dans la communauté. Et puis là, la communauté, elle va rester là dans la communauté pendant 2 ans. Un peu moins de 2 ans, peut-être 1 an, 2 ans. Avant que la communauté soit abolie. Puis elle se retrouve, elle est jeune fille. Et puis elle va devenir enseignante, maîtresse d'école. On peut dire qu'elle a son école à elle, qui est sans doute où elle habite, elle a une pièce, puis elle enseigne aux enfants du village dans cette pièce-là. Et donc c'est elle qui choisit de faire ça. Parce que maintenant, oui, elle est indépendante, elle elle fait est plus partie de la congrégation, il n'y a plus de elle congrégation. pensait être religieuse. Toute son enfance, son adolescence l'amenait vers ça. Bien sûr, bien sûr. Puis là, elle se retrouve, elle est jeune fille dans un village, elle a une formation quand même hors de l'ordinaire. Elle est une jeune fille qui a voyagé jusqu'à Montréal. Elle a fréquenté un grand collège, elle a vu toutes sortes de choses, elle est consciente de toutes sortes de choses. Elle se retrouve dans son petit village, elle n'a pas de rôle à jouer, donc elle va trouver ce rôle-là. On va peut-être dire, on a besoin de quelqu'un pour enseigner à l'école, alors là, on lui a confié la tâche. Et puis, de toute façon, c'est ça qu'elle allait faire. Elle a peut-être déjà commencé, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait commencé déjà comme ça. Alors, là, il arrive à un moment donné, Catherine a à peu près 19 ans, c'est ça. Et puis, elle est toujours enseignante, donc, dans son école. Puis, il va arriver un aventurier qui s'appelle Joseph Miller. Il y a un jeune aventurier qui arrive du Canada. C'est-à-dire du Québec actuel. Du Québec actuel, c'est ça, oui, il faut distinguer. Et puis, ça, c'est quand on dit aventurier, bon, son histoire, lui, le couple se rencontre et il y a mariage. Et donc, Joseph Miller est mon arrière-grand-père et puis a épousé Catherine Lassette. On peut imaginer que pour les deux, ça a été peut-être un coup de cœur, un amour, bon, sans doute, elle était sans doute une belle jeune femme. Et puis, il rencontre, peut-être, elle sort de l'ordinaire, elle a sans doute un raffinement que les autres femmes du pays n'ont pas. Parce qu'elle était censée devenir religieuse, alors la jeune femme très religieuse, elle était enseignante. Une enseignante dans un milieu comme ça avait un grand prestige. C'était une femme savante qui savait lire, savait écrire, savait enseigner le catéchisme. Alors c'était une personne très importante dans la communauté. Alors, je pense qu'elle, de son côté, elle n'avait pas sans doute beaucoup de garçons autour d'elle qui avaient son niveau. Des gars peut-être un peu plus frustres, là, mais sans doute de bons garçons, mais il n'y avait pas non plus. Lui arrivait du Québec. Et puis elle avait vu le Québec. Donc il y avait sans doute des sujets de conversation. Là. Ah oui, et puis j'étais à Longueuil, et puis ben oui, je suis déjà allé à Longueuil, et puis j'avais une tante qui était à Longueuil. Hein, des atomes crochus. Des atomes crochus, souvent. Alors là, ben, c'est sûr qu'il se fait une rencontre, donc il tourne en mariage. Avant que tu continues à raconter l'histoire, oui, parce qu'on ouvre tout ce personnage, je trouve que l'histoire de la famille est très intéressante de ce côté-là aussi. Oui, c'est tout un autre. C'est-à-dire, son propre père, éleveur de chevaux, n'est-ce pas, avait pour père un mercenaire allemand venu combattre les Américains pour le compte des Anglais. C'est ça. Alors là, on remonte à son père, Joseph. Et le grand-père s'appelait Charles.
Karl, j'imagine, quelque chose. Karl du Brunswick en Allemagne. C'est ça, du duché de Brunswick en Allemagne. Puis là, quand Karl se marie dans la région de Sorel, il va marier une francophone. Donc dans les années 1795, un peu après la guerre d'indépendance. Après la guerre d'indépendance. C'est qu'il va marier, là on va dire de Charles, qu'il est le fils de Joseph Muller et je pense Marie Giard, quelque chose, un nom quand même français, du duché de Brunswick en Allemagne. D'accord. Alors non, sans connaître du tout Joseph, qui a marié une femme qui s'appelait un nom franco-français, mais ça, est-ce que c'est des populations qui bougent, lui-même mercenaire, il a marié une femme qui parlait français ailleurs, alors les populations n'étaient pas stables non plus. Alors il va marier cette Acadienne, parce que après la conquête de l'Acadie, qui sont les provinces de l'Atlantique, qui ont été conquises par les Anglais, beaucoup d'Acadiens ont été chassés, les francophones, les Français qui étaient là, les Français, ont été chassés par les Anglais jusqu'en Louisiane, aussi en Australie, mais là qui ont été déplacés jusqu'en Australie, tout le long de la côte ouest des États-Unis. Il y a eu des francophones qui sont répandus, puis il y en a qui se sont installés dans la région de Sorel, qui est dans la région canton de l'Est. Canton de l'Est. Alors, et c'est donc Charles Muller qui aurait été à l'emploi des Britanniques pendant la guerre d'indépendance, qui s'est terminée en 1783, aurait abouti, parce qu'il y a beaucoup de ces militaires-là, et il y a des loyalistes aussi britanniques qui ont trouvé refuge au Canada, dans cette région-là. On leur a donné des terres, ils ont pu s'installer là. Puis donc, il y a des Acadiens qui descendent des réfugiés là, puis qui ont été chassés par les Anglais en Acadie. Ils restent quand même dans une colonie britannique, mais ils trouvent refuge au Canada. Et puis, il y a ces militaires qui ont été mercenaires et puis les loyalistes qui remontent et qui s'installent dans cette région. Alors, quand ce Charles Muller épouse son épouse, qui est acadienne, on trouve son nom, il est Charles Muller, M-U-L-R-E. Moi, j'appelle mon nom M-U-L-A-I-R-E. Si vous n'avez jamais rempli un formulaire d'inscription, quand j'avais 30 ans, j'étais en train de remplir un formulaire d'inscription pour une demande de je ne sais plus trop quoi, un emploi ou une bourse, quelque chose. J'ai vu en haut, c'était marqué Formulaire. Formulaire, c'était pour moi. Ah oui, d'accord. Mon nom, F-O-L, formulaire, M-U-L-A-I-R-E. Mais M-U-L-A-I-R-E, c'est comme ça qu'on appelle notre famille. Alors qu'à l'origine, pour ceux qui ont fait un peu d'allemand, c'est Müller. Ben, c'est Müller. Fréma, non, on ne sait pas vraiment. Ce qu'on trouve au mariage de Charles, et puis qu'on donne le nom de son père, Joseph, on appelle le nom M-U-L-R-E. Mais j'imagine que c'était dans l'alphabet, avait s'est présenté à l'église pour marier sa jeune acadienne, et puis le prêtre a demandé ton nom, puis il a dit Moura. Moura. Bon, comment tu appelles ça, je ne savais pas. Alors il a dit Moura, M-U-L-R-E. D'accord. Puis ça a quand même varié. Après, on trouve Miller, M-I-2-L-E-R, il y a M-U-L, accent grave R-E, il y a selon quiconque l'entendait, puis l'écrivait phonétiquement. D'accord. Puis ça s'est fixé finalement à Muller, mais assez tard quand même. D'accord. Ça varie entre Miller, M-I-2-L-E-R, et puis Muller, M-U-L-R-E. Et puis, donc, ce Charles, ancien mercenaire, a une famille dont ce Joseph, qui deviendra le père de mon ami. Alors, Joseph élève des chevaux, semble-t-il. Et puis, j'imagine que ça reste un peu dans le cadre du père militaire, il y avait des chevaux, je ne sais pas, alors on est dans ce monde-là, on n'est pas agriculteur, on élève des chevaux. Donc, le fils élève des chevaux, et puis semble-t-il que, par des témoignages qu'on a eus de membres de la famille, que ce Joseph était très sévère. Il avait un tempérament allemand. Et puis, son fils Joseph n'a pas aimé. Il n'aimait pas ce côté autoritaire de son père. Il est parti à l'aventure, il avait 17 ans. Puis à l'époque, mais on est à l'époque, là on se retrouve début des années 1850,
c'est déjà ancré dans les mentalités, ce que les garçons, dans la région de Sorel, partent comme ça pour faire la traite des fourrures, aller s'engager. Où on va à Montréal, on signe un contrat de 2 ans avec la compagnie du Nord-Ouest, des fourrures. C'est une option qui est donnée, qui est présente pour les jeunes. Il n'est pas le seul à le faire. Et puis, parce que aussi, il faut dire que ça s'est beaucoup fait dans les familles, parce que les terres n'étaient pas si grandes que ça, puis ils ne pouvaient pas. Tous les garçons. Quand tu avais 22 enfants, ben oui, tu avais 2 enfants. Que des garçons. Il y avait beaucoup de garçons qui ne savaient pas quoi faire de même. Alors, donc, ils partaient à l'aventure. On disait qu'ils étaient partis chez les sauvages. Parce que c'était le terme péjoratif qu'on utilisait pour parler qu'on appelle poliment aujourd'hui les Autochtones, ou les Amérindiens, ou les Premières Nations. Ben, à l'époque, on parlait des sauvages. Donc, Joseph était parti chez les sauvages. Okay. À l'époque, il n'y avait pas Internet, puis il n'y avait pas toutes les moyens. Donc, il y avait pas, on n'envoyait pas des cartes postales, on était parti de la maison. Puis, Joseph était disparu chez les sauvages. Ce qu'on peut essayer de reconstituer, c'est que Joseph est parti pour se rendre à la Rivière-Rouge. C'est là qu'il y avait le monde des métis. Alors, puis là, il aurait intégré la communauté métisse. Parce que comment il se retrouve? Bon, là, on le retrouve à Saint-Joseph de Pembina. D'accord. Mais c'est quand même 8 ans après avoir quitté la maison. Alors là, il y a 25 ans, je dis qu'on le retrouve à 25 ans, parce que là, il va épouser Catherine Lassette, qui elle a 19 ans, lui a 25 ans, il a quitté la maison à 17 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait entre-temps, mais il est intégré à la communauté métisse. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu une autre femme du pays entre-temps? On peut vraiment croire qu'un jeune homme comme ça est resté chaste et c'est un petit peu sans voir toujours l'Église qui vient surveiller les unions? En tout cas, c'est assez flou, c'est personne que j'avais posé la question. D'accord. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire le jeune de 17 ans pour se retrouver à Pembina célibataire? En tout cas, en épousant Catherine Lassette, qu'il l'ait été avant ou après, bien, il s'intègre à la famille Lassette. Et puis, le père, à ce moment-là, Louis Lassette, fait le transport des marchandises avec des charrettes. C'est des charrettes en bois, des roues en bois, tirées par des bœufs. Alors là, il peut y avoir 20 à 25 charrettes pour faire le transport des marchandises. Alors, ça peut être entre la Rivière-Rouge et puis Saint-Joseph de Pembina, puis ensuite descendre à Saint-Paul puis Saint-Cloud dans le Minnesota. Alors, il fait le transport des marchandises. Et donc, quand tu dis 20-25 charrettes, ça veut dire qu'à lui tout seul, il a tout un convoi oui, avec une paire de bœufs par charrette ou peut-être quelques employés pour des employés, parce que ça prend quand même quelqu'un pour chaque charrette. Alors, c'est une entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des gens, des associés? Là, je ne sais pas exactement. D'accord. Est-ce qu'il est propriétaire de toutes les charrettes ou il embauche des gens qui ont une charrette? Je ne sais pas exactement s'il fournit tout ça. Il n'est pas agriculteur lui-même, il est dans ce commerce de transport. Et alors, quand tu dis il va aux lignes américaines, est-ce que c'est le chemin de fer américain qui est en construction? C'est ça que tu appelles les lignes dans ton article? Non, les lignes, c'est la frontière. C'est la frontière, d'accord. Là, on se retrouve à un moment, on est en 1862. Là, il y a bien des choses qui se passent aux États-Unis. Peut-être que je peux avec une anecdote qui est intéressante, c'est que pour expliquer un peu la présence de Charles, le mercenaire dans la région de Sorel, c'est que comme les Acadiens ne voulaient pas porter les armes pour défendre il y avait des Acadiens dans la région, puis les Britanniques ne pouvaient pas convaincre les Acadiens de porter les armes pour eux. Alors, il y a eu un régiment allemand à Sorel. Puis la tradition des arbres de Noël au Canada vient de ce régiment-là. C'est un régiment allemand qui a apporté cette tradition-là. Wow. Alors, il y avait, je crois qu'on l'appelait le gouverneur ou quelque chose, mais il avait dans sa maison, à Noël, installé un arbre de Noël. Les gens n'avaient jamais vu ça avant. D'accord. Un arbre de sapin décoré. Alors, la tradition, alors, ça fixe quand même l'idée de ces Allemands autour de Sorel. D'accord. Charles n'est pas tout seul là, à s'installer là. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a quand même la guerre de sécession, ce qui est très important. Mais ils sont dans le nord complet du Minnesota. Est-ce qu'ils sont vraiment touchés par ça? J'ai aucune idée. Mais puis là, il y a aussi l'expansion, la colonisation des États.
Alors, on a beaucoup vu les films de cowboys, la conquête du Midwest, et tout ça. Mais ça fait qu'il y a des colons qui vont s'installer dans les États. Et puis, on repousse les tribus autochtones en faisant ça. Ouais. Tu mentionnes dans ton article une guerre des Sioux en Les guerres des Sioux, 1863. en 62, oui, 62. Puis là, il y a, les Sioux vont se rebeller contre ça, parce que ces colons viennent s'installer sur leur terre. Et puis, ça amène des frictions qui vont mener à des attaques. Et le gouvernement américain va envoyer donc les forces à aller combattre les Sioux. C'est ce qu'on parle de cette guerre des Sioux. Ça dure quand même un certain temps. Et puis, parce qu'il y a d'autres échauffourées aussi. Et puis, parmi ceux qui sont visés, il n'y a pas seulement les colons blancs, il y a les colons métis. Et là, à un moment donné, les métis ne sont pas les anciens frères, là, parce que d'une manière, les métis deviennent des colons, ils sont installés là sur leur terre. Ouais. Et puis, il va y avoir des attaques de la part des Sioux contre les métis, et puis il y aura des morts à ce moment-là aussi. Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que l'abbé Belcourt assiste à des enterrements de foi. Alors, le climat est quand même assez tendu, là. Il y a plusieurs choses qui se passent. Et puis, le père, Charles Lassette, à ce moment-là, va décider que ça devient trop dangereux pour la famille, le transport des marchandises, tout ça. Alors, il y a la possibilité d'acheter une terre de ce qui va devenir la province du Manitoba, en se rapprochant de la communauté de la Rivière-Rouge, la région de la Rivière-Rouge. Il va s'installer dans ce qui va devenir la paroisse de Saint-Adolphe. À ce moment-là, ce n'est pas encore le Manitoba. Et puis là, toute la famille Lassette remonte s'établir près de la Rivière-Rouge. Et puis, Joseph Miller, qui a épousé la fille Catherine, lui, il va travailler avec son beau-père dans le transport des marchandises. Et puis, à un moment donné, on sait qu'il transporte le courrier à dos de cheval entre la Rivière-Rouge et puis le Pembina. Les lignes. Les lignes. Et à un moment donné, à l'âge de 30 ans, attrape une pneumonie et décède. Alors, Catherine, qui à ce moment-là, c'est en 71, elle se retrouve veuve à 28 ans. Puis elle a eu des enfants déjà, il y en a qui sont décédés. Et puis, puis là, elle est enceinte quand son mari décède. Et puis, elle va donner naissance à Joseph Muller, mon grand-père. À ton grand-père, hein? Donc, elle se retrouve veuve, elle a des jeunes enfants, elle a un bébé sur les bras, et puis elle décide d'enseigner. Moi, j'ai trouvé ça, personnellement, ne pas vraiment souligner la chose, mais je trouve ça extraordinaire. On est dans une époque où une jeune femme de 28 ans, elle a des jeunes enfants, puis elle décide qu'elle ne va pas se remarier. Ça, je trouve qu'il y a certainement une décision qui a été prise. Parce que je ne peux pas imaginer que quand il y avait tellement de mortalité autour, tellement de veufs se trouvaient avec 12 enfants, puis leur épouse deuxième lit, qu'on disait était décédée de la naissance, puis il y avait tous ces bébés-là, et que le curé, ça n'a pas allé, le missionnaire, ça n'a pas allé voir, le livre, c'était pas des missionnaires, il avait un curé, mais je vais voir Catherine, je dis, écoute Catherine, t'es veuve, t'es encore une jeune femme, là, tu peux encore avoir des enfants, parce que les femmes, il fallait qu'ils fassent des enfants. Alors là, elle démarre, sa femme vient de mourir l'hiver dernier, là, il y a 10 enfants, tu pourrais y faire une bonne femme, il est un homme travaillant, il va te faire, puis tu pourrais y faire d'autres enfants. Et puis, elle ne se remarie pas. Mais ça, je trouve que c'est impossible. C'est impossible qu'on n'a pas essayé d'une manière ou d'une autre de la convaincre de marier un veuf dans la communauté. Ça me paraît, c'est tellement pas dans les coutumes, dans les mœurs, qu'une jeune femme comme ça décide que non, elle va rester autonome, elle va gagner sa vie, et puis elle va le faire en enseignant. D'être veuve, elle peut enseigner. Et puis là, elle ne va jamais enseigner dans des grandes écoles. On dit qu'elle a son école, mais c'est encore sans doute juste une pièce chez elle. Elle a enseigné dans des écoles, des petites écoles de campagne. Elle va faire ça toute sa vie, finalement. Mais pour elle, c'était peut-être une forme de libération. Parce que ce que tu me dis me fait penser à ce qu'on dit des femmes de la Nouvelle-France.
ou même de l'ancienne France. Ouais. Beaucoup de femmes, en fait, souvent on se dit, mais comment les femmes pouvaient être heureuses en étant religieuses? Mhm. Mais il y a beaucoup de Ça, femmes c'était pour une qui libération. être religieuse, c'était une façon d'échapper au Ah, mariage oui, ah, oui, oui. et d'avoir en fait une carrière professionnelle. Oui, on peut oui, le dire oui, comme que ça, aux 22 enfants. 22 enfants, ou 23 quand tu arrives à 48, puis là, tu en as perdu combien entre le temps, puis il y en a des Ouais. fausses couches. Puis... Ou la Non. possibilité d'enseigner, parce que comme tu Oui, disais, c'était- quand elle était mariée, elle ne pouvait pas Elle pouvait pas enseigner. enseigner. C'est ça. Donc C'est là, ça. c'était peut-être pour Ouais. elle le Oui. bonheur. Enfin, ma Enfin, vocation, je oui, peux j'ai été enseigner. formé pour ça. Finalement, je vais devenir, trop tard pour devenir une religieuse, je voulais choisir. Puis elle a fait ce qu'elle voulait faire. Mhm. Et puis, sans doute aussi, peut-être de dire, ben non, elle ne sentait pas. Elle avait épousé son Joseph Miller parce qu'il a paru comme un bon parti, un type qui arrivait du Canada, du Québec d'aujourd'hui. Et puis, mais là, les autres veufs autour, peut-être qu'elle ne trouvait pas qu'il était à son niveau, hein, Ouais. de, son, C'est possible. de raffinement. Ouais. Et puis, elle a fait quoi? Elle a fait des enfants après l'autre. Et puis, puis déjà, elle avait déjà ses enfants à elle. Il y avait des femmes comme ça, il y avait déjà leurs enfants. Elle épousait un veuf, qui en avait de 10. Il y a tous ces enfants-là. Alors, Mhm. elle va décider de rester veuve et puis d'enseigner. Catherine Muller a enseigné de nombreuses années dans sa propre école. Elle a aussi pris soin de sa famille génération après génération, jusqu'à son décès en 1922 à Saint-Jean-Baptiste au Manitoba. Merci de votre écoute, j'espère que cet entretien vous aura plu et qu'il vous aura donné, à travers l'évocation de cette femme remarquable, une image concrète de ce que la vie pouvait être dans l'Ouest canadien il n'y a pas si longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur la destinée de Catherine Muller, enseignante métisse laïque du Manitoba, le texte de Bernard est accessible en ligne gratuitement. Vous trouverez le lien en description. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires qui explorent les trésors de la mémoire, abonnez-vous à la chaîne ou rendez-vous sur le site des éditions Mnemosyne à l'adresse www.éditionmnemosyne.com.